L'Espagne sur le toit de la planète football après sa victoire en finale du mondial face à l'Argentine. Un mondial, nouvelle formule très scrutée, très commentée. Les tops, les flops de cette édition 2026. Nous allons faire le bilan avec nos invités. Et puis nous nous projetterons également en 2030 avec une compétition qui devrait poursuivre sa mutation. Pour en débattre avec nous ce soir, Siani Dalmat, vous êtes journaliste à l'équipe. Bonsoir Siani. Lise-Laure Etia de la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Nicolas Xismartov, historien du sport et journaliste à SoFoot. Et en ligne avec nous, Romain Canuti, journaliste sportif, directeur de contenu pour Le Fossin. Bonsoir Romain, nous allons venir vous voir dans un petit instant. Mais avant d'en débattre ici depuis Paris, prenons tout de suite la direction de New York aux États-Unis pour retrouver Karim Baldé, qui a été donc notre envoyé spécial durant toute cette compétition. Karim, maintenant que la pression redescend peu à peu pour vous, j'imagine qu'il y a des centaines d'images qui vous reviennent en tête. Karim, qu'est-ce que vous retenez de ce mondial côté sportif tout d'abord ? Sur le côté sportif, on peut retenir la présence des stars. Et les stars ont été au rendez-vous de Harry Kane jusqu'à Léo Messi, en passant par Kylian Mbappé qui a terminé meilleur buteur de la compétition. Et puis Erling Haaland avec cette hype norvégienne également qui m'a beaucoup marqué dans les stades avec les célébrations des supporters faisant mine de ramer. Ça a été repris par beaucoup d'Américains. Et ça aussi au niveau de l'ambiance, mine de rien, c'est quelque chose qu'on a pu sentir au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Sur le côté sportif, une seule chose autre à retenir, c'est la qualité des matchs. On avait très peur avec ce nouveau format à 48 équipes. Je trouve que les matchs ont plutôt été de bonne qualité, même si à titre personnel, et on y reviendra dans le débat, cette formule à 48 équipes fait qu'il y a trop de matchs et que la Coupe du Monde dure peut-être un peu trop longtemps. Karim, reste avec nous, on va revenir vous revoir dans un petit instant. Effectivement, on va revenir également sur le déroulé de cette compétition. Mais Siani Dalmat, Karim nous parlait du contenu effectivement des matchs qu'il a trouvé de qualité. Est-ce que la finale remportée par l'Espagne donc face à l'Argentine 1-0 a été de qualité selon vous ? Non, pas vraiment. Mais je pense que c'est le propre des finales. On voit souvent que l'enjeu dépasse le jeu. Donc je suis pas étonnée que cette finale ait été un peu lénifiante. Et puis avec l'Argentine en plus qui a refusé le jeu, ça n'a pas aidé à avoir un spectacle magnifique, contrairement au match de la veille pour la 3e place où pour le coup les deux équipes 10 buts en tout. Exactement, il y avait un enjeu de finir 3e, et je veux dire que cet enjeu a été intéressant ni pour la France ni pour l'Angleterre comme il l'avait dit précédemment. Donc les deux équipes se sont lâchées, on a vu un match beaucoup plus débridé que la finale. Nicolas Xismartov, l'Espagne qui remporte donc son deuxième sacre, sa deuxième étoile dans cette compétition. Logique respectée puisqu'elle a fait un très beau parcours tout au long de la compétition. Ça a été la plus constante et la plus cohérente, mais dans un mondial que moi j'ai trouvé plutôt moyen sur l'ensemble. Au niveau du jeu, au niveau du jeu, j'ai trouvé plutôt moyen. Il y a eu quelques frissons, encore heureux avec le nombre d'équipes qui participaient et le nombre de matchs. Mais oui, c'est la récompense de la cohérence et de la, comment dirais-je, de la régularité qui a payé jusqu'au bout face à une équipe d'Argentine qui a pourtant tout fait pour que ça soit un hold-up à la fin. Justement, cette équipe d'Argentine, avec un Lionel Messi qui a peut-être joué là son dernier mondial, une équipe d'Argentine qui a déçu lors de cette finale. Elle a déçu parce qu'en fait, elle peut jouer au foot. C'est la grande déception. Alors après, il y a toutes les polémiques. C'était clairement l'équipe préférée de la FIFA et sûrement de Donald Trump pour plein de raisons politiques. C'était une équipe qui était capable de proposer, quand elle le voulait, un vrai football. Et elle a préféré mettre en avant d'autres qualités et en s'appuyant parfois sur l'indulgence de l'arbitrage. On est très déçus parce qu'il y aurait pu avoir hier un très très grand match de football. Et notamment pour Lionel Messi, il serait peut-être parti d'une autre manière. On n'en garde pas une belle image du coup. Il paraît que la tête basse, c'est ça que vous voulez dire un petit peu ? Il n'a pas joué la dernière finale, la belle finale qu'il aurait, même en la perdant, qu'il aurait mérité. Il y a 4 ans, Kylian Mbappé a perdu une finale, mais tout le monde se souvient de son triplé. Là, il aurait mérité peut-être, ou il aurait dû, mais il aurait peut-être fallu qu'il explique à ses camarades qu'on peut jouer un peu plus que 3 minutes sur 120, quoi. Siani Dalmat, juste un petit mot rapide sur Rodri, qui a été élu meilleur joueur du mondial. Rodri qui fait partie de l'équipe d'Espagne. C'est effectivement le meilleur joueur du tournoi, donc élu par ses pairs.
En tout cas, il a fait un tournoi remarquable. C'est un joueur qui avait reçu un ballon d'or un peu contesté. Les gens n'avaient pas forcément compris pourquoi il l'avait reçu. Je pense que là, ils ont eu l'explication. C'est un joueur qui est formidable. C'est un joueur qui techniquement est magnifique. Je trouve qu'il représente à merveille ce que l'Espagne est capable de produire en termes de joueurs, d'intelligence, de jeu aussi. Et je ne serais pas étonnée qu'il soit proche d'un deuxième ballon d'or. Vous le mettez dans la liste des potentiels. De toute façon, sur une année de Coupe du Monde, souvent, c'est un joueur qui a brillé pendant la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il le recevra, mais en tout cas, il ne sera pas loin du podium et il ne sera pas loin de la première place. Romain Canutti, justement, vous voyez qui dans cette liste éventuelle du Ballon d'Or? Certains parlent de Mbappé, certains de Kane, certains de Rodri. On est sur un trio qui peut en tout cas être dans le top 5 ou le top 10? Oui, alors après, moi, sur le Ballon d'Or, je ne suis pas trop de l'école. Il faut absolument avoir un joueur brillant. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le débat pour moi. Ce qui compte, c'est la victoire de l'Espagne. Moi, je suis scandalisé, par exemple, du Ballon d'Or 2000, parce que quand on voit le niveau de la France qui gagne l'Euro 2000, pour moi, ça devait être un Français. Peu importe lequel, mais ça devait être un Français. Là, vu le niveau de l'Espagne tout au long de cette compétition, ça doit être un Espagnol. Si on suit une logique collective, est-ce qu'on le donnerait à Fabian Ruiz, qui a gagné aussi la Ligue des Champions avec le PSG? Il y a peut-être un manque aussi un peu de charisme. En tout cas, j'aimerais pas que ça cède à la facilité à le donner à Lamine Yamal, qui pour moi n'a pas fait le mondial qu'il aurait dû faire, qui n'a pas montré ce niveau des stars dont parlait Karim tout à l'heure. Il n'est pas au niveau des Erling Haaland et Mbappé. On suivra bien entendu ça, le Ballon d'Or, c'est pas pour tout de suite, mais on suivra effectivement la liste. Je parlais de Kylian Mbappé qui effectivement va être dans les bonnes places de ce Ballon d'Or. Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2026 et de l'histoire du mondial devant un certain Lionel Messi. Siani Delmat, faut quand même souligner la performance du Français. Ouais, on a beaucoup entendu au début de la Coupe du Monde que c'était sa compétition. Et effectivement, c'était sa 3e Coupe du Monde et il n'a jamais déçu, en tout cas en Coupe du Monde. Alors effectivement, comme peut-être le reste de l'équipe, il est passé un petit peu à côté de sa demi-finale contre l'Espagne. Mais globalement, il a montré qu'il était vraiment à la table des plus grands joueurs de l'histoire de ce jeu. Et il ne faut pas minimiser, il ne faut pas banaliser ce qu'il a fait. Enfin, 22 buts en Coupe du Monde, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, je sais pas si y a d'autres joueurs qui arriveront aussi aisément que lui arriver à ce niveau-là. Mais en tout cas, il a laissé une vraie empreinte sur la Coupe du Monde. Une empreinte également qui a été laissée par Didier Deschamps. Il faut en parler un petit peu, Nicolas Xismartov, puisque Didier Deschamps va donc laisser sa place sans surprise, ou sauf, on va dire, rebondissement de dernière minute, à Zinedine Zidane au poste de sélectionneur. Est-ce que cette équipe de France de Didier Deschamps, elle vous a déçu au final lors de ce mondial, où il faut quand même saluer leur parcours? On est devenus des enfants gâtés, c'est-à-dire que l'équipe de France est les demi-finalistes d'une Coupe du Monde. On est battu, alors effectivement sur la forme, sans vraiment se battre, mais par le vainqueur de la compétition, ce qui est comme arrivé souvent. On a toujours été dans le dernier carré, on a remporté une Coupe du Monde en 2018. La problématique avec Deschamps, elle est très simple, c'est que de lui-même, il a toujours dit « seule la victoire compte ». Et entre guillemets, seule la victoire contre les grandes équipes compte. Donc on peut le juger aussi à l'aune de ses propres valeurs. Moi, j'ai pas toujours été un grand fan de l'équipe de France de football. 2018, hormis le match contre l'Argentine, ne m'a pas laissé, par exemple, un souvenir impérissable. Bizarrement, en tout cas au début de la compétition, je l'ai retrouvé. J'avais l'impression qu'il y avait du plaisir, qu'il y avait un côté presque enfantin à jouer ensemble, qui avait un peu disparu, notamment avec le dernier Euro. On était quand même malgré tout demi-finaliste. Didier Deschamps, il est resté longtemps aussi. Donc c'est peut-être la véritable mesure du personnage. Je le répète, on n'est pas sûr que Zidane va nous proposer beaucoup mieux ou un style de jeu très différent. C'est aussi quelqu'un de très pragmatique et je ne dirais pas qu'il est de la même école, mais on n'en est pas loin. Donc il ne faut pas s'attendre à une révolution à venir. Didier Deschamps sera un des 2 entraîneurs français qui pour l'instant a gagné une Coupe du Monde et lui en plus l'a gagné comme joueur et comme entraîneur. On le rappelle effectivement. Lise Lauretiat, avec vous, on va faire quand même le bilan des équipes africaines dans ce mondial. Bilan mitigé? Oui, je dirais, Nicolas, bilan mitigé, parce que c'est vrai qu'on était parti très excités à l'idée qu'il y avait une Coupe du Monde à 48 et que l'Afrique, pour la première fois, avait 10 places en phase de groupe. Alors, on en a 9 sans rester. La Tunisie nous a fait un peu beaucoup de regrets de cette Tunisie, un mondial vraiment raté, 12 buts encaissés en 3 rencontres. Et puis, il y a eu les 16e de finale, et là, on en a perdu 7. Et du coup, on était
moins joyeux, notamment beaucoup de regrets par rapport au Sénégal, le champion d'Afrique, qui mène 2-0 et qui après se fait rattraper. Quelques satisfactions pour la Côte d'Ivoire, c'était la première fois qu'elle passait les phases de groupe, la RDC aussi, puis arrivent les huitièmes de finale, il en reste 2, l'Égypte de Mohamed Salah, satisfaction aussi, depuis 1934, ils n'avaient plus atteint ce niveau, cette étape de la compétition, ils sont éliminés par l'Argentine alors qu'ils menaient 2-0, et puis ensuite reste le Maroc, qui confirme son statut de meilleure équipe africaine. Et le Maroc, on en reparlera tout à l'heure, Lise Lauretta, puisque le Maroc accueillera la prochaine Coupe du Monde. Un tour de table rapide pour connaître vos tops, vos flops. En un mot, je commence avec vous, Romain Canuti. Quel est votre top, quel est votre flop de ce Mondial 2026 ? Si on parle en termes d'équipe, bon, forcément, en termes sportifs, moi je reste sur ce qu'a proposé l'Espagne parce que c'est très beau, l'aventure de la Norvège est très belle aussi. Il y a des matchs qui vont rester. Et puis je parlerai aussi de l'aventure du Cap-Vert avec ce match contre l'Argentine. Nicolas en intro parlait qu'il y a peu de matchs au final qu'allaient rester. Pour moi, celui-là, il va peut-être rester dans la dramaturgie et son scénario. Nicolas Xismartov, votre top, votre flop ? Il m'a volé le Cap-Vert. Mais je crois que c'est un peu le top de beaucoup de gens. Non, mais c'est pas un top, mais c'est vraiment à la fois un coup de cœur et une satisfaction de voir cette équipe tenir comme ça son rang. Et c'est très compliqué. Ça a été très compliqué cette édition pour les équipes africaines. Et dans les flops, je suis désolé, je vais aussi bizarrement mettre l'équipe de France parce que je pense qu'elle n'a pas saisi sa chance en demi-finale, même de partir autrement. Je vois, c'est très personnel. Moi, je mettrais le Cap-Vert, je pense que parce que c'est heureusement qu'ils étaient là pour que cette Coupe du Monde soit un peu plus, je sais pas comment dire. Donner une bouffée d'air frais. On peut dire ça. Ouais, parce qu'on est quand même dans la Coupe du Monde de Donald Trump et compagnie, donc c'était vraiment heureusement qu'ils étaient là pour représenter dignement. Ça a été flamboyant avec eux, effectivement. Le continent africain. Céline Dalmat. Alors, je vais pas être très originale, mais je vais dire l'Espagne en top. Mais parce que l'Espagne, en fait, quand on regarde, règne actuellement sur le monde du football. Ils sont champions du monde, les féminines sont championnes du monde. Ils sont vainqueurs de l'Euro, les féminines sont vice-championnes d'Europe. Donc, je pense qu'il y a une politique autour du foot espagnol de laquelle il faudrait s'inspirer peut-être, notamment en France, parce que ça veut dire que le foot espagnol se porte très bien. Et il y a des choses peut-être qu'il faudrait aller leur piquer. Puis dans les flops, effectivement, le fait que la politique se soit beaucoup trop incrustée dans cette Coupe du Monde. Alors je sais que le sport est politique, je sais que le sport peut l'être, mais ce qu'a fait Donald Trump, pour moi, c'est quand même c'est inacceptable. Et notamment sur Balogun, moi, j'en suis parmise de ça. Eh bien justement... Exactement. Justement, Céline Dalmat, on va aller maintenant sur le côté moins sportif, mais plus sur les à côté, sur l'organisation de ce mondial. Et on va écouter justement, vous parliez de Donald Trump, on va aller écouter le président américain et de ce qu'il a déclaré à propos de cette compétition. Écoutez. C'est l'un des plus grands événements de tout type jamais organisés. Donc nous sommes vraiment heureux qu'il ait si bien marché. Et partout dans le monde, des gens sont venus. Ils ont aimé notre pays. Cela a montré notre pays sous un jour différent. C'était une chose formidable. C'était un événement extraordinaire. Et je suis heureux que vous l'ayez tous apprécié. Full stadiums. 7 million people in the stadium, des stades pleins à craquer, 7 millions de personnes dans les stades, des dizaines de millions dans les villes, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, des milliards devant leur télévision, tout le monde profitant du match dans la bonne humeur, la joie et la sérénité. Et le rêve américain, Monsieur le Président, est devenu réalité. Vous n'avez pas besoin de tous ces compliments, Monsieur le Président. Mais cette Coupe du Monde n'aurait pas connu un succès aussi incroyable sans vous. Ouais, donc on vient d'entendre Gianni Infantino, le président de la FIFA. Céline Dalmat, vous me disiez que c'était une compétition politisée. Ils étaient un petit peu dans l'autocongratulation. Ça en devient ridicule presque. Effectivement, ça avait commencé avec cet arbitre somalien qui avait été... refoulé en début de compétition, c'était déjà scandaleux. L'arbitre somalien Omar Hartan. Oui, tout à fait. En fait, il a dit que le monde entier a pu voir effectivement ce qu'était devenu son pays, et je pense que c'est pas forcément dans
dans l'image qu'on avait envie de voir des États-Unis. Moi, j'en sors pas avec une image améliorée des États-Unis. Et j'ai jamais eu envie d'être à cette Coupe du Monde, d'être sur place. Les places étaient affreusement chères. J'avais pas l'impression. Oui, en fait, du coup, les gens qui avaient moins de moyens pouvaient pas venir dans les stades. Donc, des places pouvaient aller jusqu'à 10 000, 15 000 $. Alors, donc, tous les gens qui étaient... C'est pas une compétition populaire si les gens n'ont pas accès, les gens les plus modestes n'ont pas accès au match. On rappelle, au dernier mondial, les places étaient à 15-20 $. Donc on voit l'inflation effectivement de cette compétition. Donc quelque part, on a écarté une partie de la population de cette fête dont il se vante. Ça me dérange, vraiment. Et puis effectivement, son ingérence dans le cas de Balogun, en plus qu'il a revendiqué sans aucune honte, le fait de voir Gianni Infantino autant à sa botte, enfin franchement, moi ça m'a vraiment gênée. Très souvent dans cette Coupe du Monde. Lise Lauretière, effectivement, il y a eu plusieurs polémiques qui ont entaché ce mondial. On en a souvent parlé sur l'antenne de TV5 Monde. Oui, on sait que la politique s'invite dans le sport, mais c'est vrai qu'à ce point, c'est très gênant. Comment il peut demander de suspendre le carton jaune, le carton rouge de Balogun, ça, je veux dire, c'est trop flagrant. Et puis, les visas, il y a des supporters ivoiriens qui ne sont pas venus, des supporters sénégalais qui ne sont pas venus. Il y a même Brelem Bolo. C'est ça non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu les visas. Ils n'ont pas eu les visas pour y aller. Il y a Brelem Bolo, le Suisse, lui-même, il est arrivé en retard au regroupement pour retrourer ses partenaires. Et donc on parlait de l'arbitre Et Omar Hartan, l'arbitre quand même meilleur arbitre de la CAF en 2025, qui lui n'est pas arrivé et qui va, attention, qui va arbitrer la Super Coupe de l'UEFA, PSG Aston Villa. Donc je veux dire, c'est quand même dommage tout ça. Karim Baldé, vous donc qui avez vécu de l'intérieur justement cette compétition, est-ce que vous avez senti que c'était un peu différent des autres tournois que vous avez l'habitude de couvrir? Comment est-ce que vous avez ressenti au quotidien la couverture en tant que journaliste de ce mondial? Alors pour reprendre ce qu'a dit Saïd Almat à juste titre d'ailleurs, ça a été une Coupe du Monde très inégalitaire. Le nombre d'Américains ou de Canadiens que j'ai pu croiser et qui voulaient assister au match au stade et qui n'ont pas pu à cause du prix très élevé, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué tout au long de la compétition. Après je voulais ajouter un point aussi sur l'accessibilité des stades. Et ça c'est une grosse différence entre les compétitions qu'on peut suivre en Europe, voire même en Afrique parfois, et ce qu'il y a en Amérique du Nord. Certains stades, notamment à New York mais aussi à Boston, étaient extrêmement loin des centres-villes et je peux vous dire que l'organisation n'était pas top en termes de navette, que ce soit pour les supporters ou pour les médias. Hier on a attendu 3 heures de temps sur le parking parce qu'il n'y avait pas assez de portes d'entrée par exemple, et c'est pour vous dire à quel point les stades semblaient inatteignables et il fallait avoir une voiture. Les transports en commun c'est pas le point fort des États-Unis et ça clairement on l'a ressenti et c'est un contraste total avec le Qatar où là tout était accessible en métro d'un bout à l'autre de la métropole de Doha. Donc voilà un petit peu ces aspects-là du rêve américain, ou plutôt de l'envers du rêve américain tant loué par Donald Trump et par Gianni Infantino. Merci beaucoup Karim Baldé, Nicolas Xismartov. Un mot sur la nouvelle formule de la FIFA où on est passé de 24 à 46 équipes. Cette nouvelle formule, qu'est-ce que ça vous a inspiré? J'étais contre dès le départ. Moi, je pensais que la solution, c'était plutôt d'enlever des équipes à l'Europe, à l'Amérique du Sud et d'en donner, entre guillemets, d'en transférer à l'Afrique et éventuellement à l'Asie, voire à l'Océanie pour l'universalisme du football. Maintenant, on est tous lucides, on sait très bien pour quelles raisons ça existe. La FIFA est une immense machine à fabriquer de l'argent. Aujourd'hui, Monsieur Infantino a besoin de cet argent pour satisfaire les fédérations à travers le monde pour qu'elles votent pour lui. D'ailleurs, il y en a 200 qui ont déjà annoncé qu'elles voteraient pour la reconduction de son mandat. Donc, pour cette formule... Et en plus, objet politique. Et sportivement, je veux dire, sincèrement, ça a causé de la déception. Il y a des équipes africaines, mais c'est des équipes européennes qui n'auraient jamais dû y être, qui étaient très très faibles, comme la Bosnie, la Suède. On a quand même perdu, je pense, en intérêt, en densité, y compris pour ces équipes africaines qui auraient pu briller davantage dans une autre formule, à mon avis. J'ai fait une petite erreur dans les chiffres, on est passé de 32 à 48. On va y arriver au suivant. Mais effectivement, vous anticipez ma prochaine question que je vais poser à Romain Canuti. Dans la prochaine formule en 2030 de ce mondial, la FIFA va peut-être passer cette fois de 48 à 64 équipes. Romain Canuti, vous en pensez quoi de cette nouvelle formule qui peut voir le jour en 2030 ?
Bah déjà, on enlève totalement l'intérêt des qualifications. C'est tout bête, hein, parce que là, il y aura vraiment tout le monde. Enfin, je veux dire, là déjà, Nicolas le disait, il y a certaines équipes qui sont parvenues presque, bon, à force de barrages, de repêchage, parce qu'il y avait énormément de places dans les fédérations. Contrairement à ce qu'on a connu il y a 20 ans, où, rappelez-vous, une formation en Europe qui était quand même avec des joueurs internationaux reconnus comme les Pays-Bas, des joueurs qui brillaient en Ligue des Champions dans les grands clubs européens, ne parvenaient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'était le cas notamment en 2002. Donc là, on va avoir tout le monde, mais on va avoir un tournoi qui démarre début juin, qui finit fin juillet. Là, déjà, on a vu que c'était très long. Ça va être très long et la perception aussi change parce que on parlait du bilan des équipes africaines. Moi, j'ai l'impression que avant, on était sur l'idée de se dire bah tiens, on a passé le premier tour. C'est historique. Je me rappelle de l'Algérie, notamment à la Coupe du Monde 2014. Aujourd'hui, on le voit bien, passer le premier tour. Bon. C'est bien, mais ça ne signifie plus grand-chose vu le nombre d'équipes et vu l'adversité. Mais on le voit d'ailleurs sur le bilan de l'équipe de France. Le bilan de l'équipe de France aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est déçu malgré le fait que l'équipe de France soit parvenue en demi-finale? C'est l'adversité. Moi, je suis désolé, cette équipe de France, on se dit, elle est arrivée en demi-finale, ok, elle a battu qui? Elle a battu le Maroc sans attaquant, parce qu'avec Saïbari, ça aurait peut-être pas été aussi facile. Voilà, en fait, on est à se dire, la Coupe du Monde, c'est de l'adversité. Le sac de 98 est beau parce qu'il y a une victoire 3-0 contre le Brésil en finale. Voilà, on se retourne toujours sur les parcours, sur l'adversité, et là, forcément, ça rebaisse. Siani Dalmat, on continue de se projeter en 2030. Ça va être un tournoi quand même historique, on peut le dire, qui va se dérouler dans 6 pays. Là aussi, c'est nouveau. Espagne, Portugal, Maroc, mais aussi en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour les matchs du centenaire. Je vous vois hocher de la tête et oula, d'être un petit peu pessimiste par rapport à cette prochaine édition. Et juste, la planète va remercier la FIFA encore pour cette idée merveilleuse. Bilan carbone. De toute façon, je pense qu'Infantino nous a montré que ce n'était pas un sujet qui l'intéressait, vu les kilomètres qu'il a fait en jet privé pour cette Coupe du Monde. Mais oui, alors c'est la Coupe du Monde du centenaire, donc il y avait une idée de la mettre sur plusieurs continents. Mais bon, on est dans une course en avant, et moi je trouve qu'on va contre le sens de l'histoire et contre le sens de ce qu'il faudrait faire. Enfin, on est très bien sur les compétitions dans un, voire 2 pays, aller limitrophes, mais là, autant éclater, pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, Lise Lauretian, pour conclure, ça va être un beau défi pour le Maroc qui se prépare dès aujourd'hui à accueillir cette compétition. Oui, il y a eu d'ailleurs une réunion de la Fédération royale marocaine le 16 juillet dernier où ils ont créé une fondation pour que toutes les institutions puissent travailler ensemble. Mais ce qu'il faut dire, c'est que avant même la dernière CAN, le Maroc était déjà en ordre de marche. Il y avait 9 stades prêts, 6 stades qui sont déjà prêts pour le mondial. Et il y a un grand stade, le stade à Ben Slimane entre Casa et Rabat, qui est en construction. Il y a, on parle toujours de l'Académie Mohamed VI qui a formé des joueurs et tout ça. Donc je pense que le Maroc s'est préparé, a fait une préparation multisectorielle et est en ordre de bataille pour 2030. Et donc on a vu effectivement en 2030 pour cette prochaine Coupe du Monde. Merci beaucoup à vous, Siani Dalmat. Merci beaucoup, Lise Lauretian. Merci à vous, Nicolas Xismartov. À distance, merci Romain Canuti et merci beaucoup Karim Baldé depuis New York aux États-Unis. Merci à vous pour ce débat fort intéressant. Et en ce lendemain de finale, une pensée bien entendu pour notre confrère journaliste Christophe Glaise qui aurait dû couvrir cette compétition. Le journaliste sportif Christophe Glaise qui est toujours emprisonné en Algérie pour avoir fait son travail. TV5 Monde reste mobilisé bien entendu pour sa libération.